On va y aller peut-être. Est-ce qu'on y va? Oui, on commence. Est-ce que Mathieu, est-ce que le son est bon? Oui. Mathieu à la console. Ouais, c'est ça. Vous écoutez tout le temps. Oui, est-ce que tu as entendu les mesquineries qu'on a dit, non? Il les a juste enregistrés. Quand tu commences. Oui, je les ai pas écoutés, mais ils ont enregistré. Bonsoir. Vas-y, Bon. vas-y fort. On y va, oui? Attention, attention, on va commencer, je crois, parce qu'il est déjà 6h10, donc déjà 10 minutes de retard. Ben, je commence en vous remerciant d'être venus en si grand nombre. Il y a à peine 10 minutes, à 6h moins 10, il y avait 8 personnes, donc on pensait qu'il allait y avoir personne. Vous êtes tous arrivés en même temps. Je voulais d'abord remercier les éditrices d'Héliotrope qui ont permis la rencontre, en fait, qui ont initié la rencontre, Olga Duhamel et Florence Noyer. Remercier aussi Mathieu Arsenault d'enregistrer pour Radio Spirale et pour l'OIC. Remercier évidemment l'équipe du Sport de tête qui fait toujours un accueil aussi chaleureux. Et remercier Catherine Mavrikakis de se plier au jeu de l'entrevue d'écrivain. Elle se passe de présentation, mais on va quand même la présenter brièvement. Elle a publié 5 romans. Les derniers jours de Smokey Nelson est son 5e. Elle a publié aussi des essais et un oratorio, Omaha Beach. Ces livres ont été récompensés par d'innombrables récompenses. Jamais assez. Jamais assez. Et donc, ce dernier livre, Les derniers jours de Smokey Nelson, Nobel en 2018-2019. Et puis donc, Les derniers jours de Smokey Nelson constituent la suite d'un cycle américain entamé par Omaha Beach en 2008 et par Le ciel de Bay-City la même année. Est-ce que c'était la même année? Omaha Beach, c'était l'année précédente, enfin. Et donc, ma première question consiste précisément ce cycle américain. On pourrait croire que c'est une suite. Moi, tu me dis si je dérive complètement, mais il me semble qu'il y a quand même un changement de perspective. Omaha Beach et Le ciel de Bay-City étaient déjà des livres américains, mais me semble-t-il encore avec une forte présence de l'Europe. Alors que là, l'Europe, je la trouve pas du tout dans Les derniers jours de Smokey Nelson. Oui, tu as tout à fait raison. J'y avais pas vraiment pensé. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas d'Atlantique alors que dans Omaha Beach, il y avait l'Atlantique, puisque en fait, Omaha Beach est sur l'Atlantique, et puis c'est quoi l'autre? Ah oui, Le ciel de Bay-City. De quel livre on parle? Le ciel de Bay-City, c'est vraiment le passage entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et puis, c'est vrai que Les derniers jours de Smokey Nelson, ça se passe vraiment aux États-Unis. Et puis même, j'essayais de le tourner un peu vers une Amérique qui va jusqu'à Hawaï. Donc, j'essayais de le mettre sur la carte. J'essayais de travailler la carte des États-Unis et uniquement la carte des États-Unis. Et ce que j'ai dit à un moment donné, je vais me répéter parce que j'ai pas beaucoup d'imagination, je disais que j'avais imaginé que la carte des États-Unis était tachée de sang. Et c'était un peu ça pour moi, la peine de mort dans beaucoup d'États américains. C'est ce rouge sang qui dégouline sur la carte des États-Unis. Ce qui était sous-entendu dans ma première question, c'est que tu avais signé là, en quelque sorte, ton grand roman américain. C'est une espèce de cliché qu'on dit toujours. Tous les écrivains, semble-t-il, courraient après leur roman américain, qu'ils soient américains ou pas. Mais quand on dit ça, mais on dit pas grand-chose, parce que le grand roman américain, pour plein de gars, c'est Henry Miller, ou c'est des choses comme ça. Pour plein d'universitaires, c'est Philip Roth. Mais toi, tu cours pas après ce roman américain-là. En tout cas, j'ai pas cette impression-là. D'abord, quand tu dis tous les écrivains courent après le grand roman américain, je sais pas, je sais pas si c'est vrai complètement. Moi, c'est vrai que j'avais envie d'écrire un vrai roman. Alors peut-être pour moi, le modèle du roman, c'était le modèle américain. Ça pourrait être le roman russe aussi. J'aime beaucoup le roman russe, mais bon, pour des raisons qui sont peut-être personnelles, même si j'ai lu pas mal de romans russes, en ce moment, je suis peut-être plus proche. J'ai l'impression d'être plus légitime à écrire sur les États-Unis. Et donc, pour moi, l'idée d'écrire Les derniers jours de Smokey Nelson, c'était essayer de faire du romanesque. Et c'est sûr que, parce que j'avais l'impression que j'avais jamais vraiment écrit de roman. J'avais écrit des récits, j'avais écrit des choses que j'aimais quand même bien, là, mais j'avais l'impression qu'il fallait que j'essaie quelque chose qui est
pour lequel j'étais pas tout à fait préparée, c'est-à-dire quelque chose de plus romanesque. Et bon, c'est le début du romanesque pour moi, ou peut-être la fin, on verra. Mais donc les modèles, c'est sûr que là-dedans, les modèles conscients ou inconscients, c'était les romans américains. Et bon, si je l'ai dit, les modèles, on va trouver ça ridicule parce que ça n'a aucun rapport avec ce que je fais. Puis les modèles sont toujours plus grands que nous, mais c'est vrai que c'était des modèles américains qui sont très présents pour moi. À un moment donné, bon, ça a l'air... mais, tandis que j'agonise As I Lay Dying de Faulkner est très, très présent dans ma tête. C'est dur de pas y penser. C'est parce que à cause de la structure des voix. Hein. Donc, mais c'est pas... Je me suis pas dit, je vais faire comme Faulkner, quand même. Je suis un peu plus modeste que ça. Mais mais quand même, je pense qu'en y réfléchissant, mais là, je pense qu'il y avait des romans comme ça. Et puis, un des romans qui m'a marqué énormément dans les dernières années, je le dis, je le répète, c'est The Road de Mark McCarthy, qui est pour moi un grand livre américain dans la capacité de justement travailler sur le territoire, mais en même temps de défaire le territoire. Donc, tu as parlé de ta volonté de faire un vrai roman. Puis, tu as parlé un peu, d'évoquer brièvement cette question des voix romanesques. C'est pas une question simple du tout, puis j'aimerais peut-être que tu expliques, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui a lu le livre encore, comment tu procèdes, parce que on peut dire il y a 4 voix romanesques différentes, mais elles sont toutes travaillées de façon différente, puis elles s'agencent d'une façon particulière. Donc je pense que pour raconter le livre, la meilleure façon de le raconter, je pense, c'est d'expliquer comment tu as procédé pour construire ces voix romanesques entre elles. OK. Je vais d'abord répondre à comment je travaillais avant. C'est-à-dire, avant d'écrire ce livre-là, j'avais l'impression que je travaillais toujours sur des voix, qu'il y avait quand même quelque chose de très théâtral dans ce que je faisais, mais que ces voix étaient souvent au jeu. Et mon modèle de roman, c'est ce que je pouvais imaginer de plus proche, c'était Céline. C'est-à-dire, surtout Fleur de Crachat, j'avais l'impression que le modèle du romanesque, bon, c'était pas ça mon modèle, mais je veux dire, c'était pas une copie que je faisais, mais j'avais l'impression que c'est le meilleur, l'idéal, quoi. Maintenant, là, c'était complètement différent. Je voulais m'essayer à des voix narratives, mais je voulais pas seulement avoir un narrateur omniscient tout le temps. Je sais pas si je suis très bonne là-dedans ou si j'en suis tout à fait capable ou si j'ai envie de faire ça. Donc, je me suis dit, je vais tisser des voix les unes aux autres. Je vais essayer de faire différentes voix. Et bon, alors, j'ai commencé par j'ai commencé par une voix narrative à la 3e personne, qui était la voix de Smokey Nelson. J'ai écrit la fin du roman avant d'écrire tout le reste. Donc, c'est ça qui m'est venu en tête. Puis, sans trop savoir ce que j'allais faire du reste. Et après ça, j'ai commencé. Alors, la 2e voix qui est apparue pour moi, qui était très évidente, c'était la voix de Dieu, parce que pour moi, c'était la voix la plus... Bon, c'était le plus grand défi pour moi d'essayer de faire la voix de Dieu. Et puis aussi, j'aimais bien ce rapport au-dessus, puis à la conscience intérieure du personnage. Donc ça, c'était important. Puis après ça, je me suis vue avec Sidney Blanchard, je me suis vue un peu reprendre des tics de mes anciennes voix. C'est-à-dire que Sidney Blanchard, c'est le plus proche de mes anciennes voix, je crois. C'est le personnage qui ressemble peut-être plus à des personnages que j'ai eus avant. Et puis Pearl, là, c'est la personne, c'est le personnage qui était peut-être le plus étranger, parce que j'essayais. En fait, Pearl, c'était 2 consciences. Je voulais que ce soit un personnage qui soit vu par 2 consciences. C'est-à-dire, je pense que Tamara sert de faire valoir à la conscience de Tamara sert, parce que c'est la mère et la fille dans les mêmes chapitres. Et donc, je voulais faire en sorte que on les entende toutes les 2, mais pour ne dire que ce que Pearl est. Voilà. Je pense qu'un autre des personnages, puis là, c'est peut-être ce qui te rapproche le plus de Faulkner, c'est l'autre personnage, c'est le Sud. Hein, parce que peu importe où sont les personnages, au début, Pearl n'est pas encore dans le Sud, mais craint de retourner dans le Sud. Donc, j'ai l'impression que parce que c'est pas n'importe quelle Amérique qui est dans ton livre, c'est cette Amérique-là. Justement, c'est pas l'Amérique des romans universitaires, on n'est pas dans le nord-est des États-Unis, qui serait une espèce de continuité tout à fait de notre univers mental. On est complètement dans une Amérique qu'on connaît pas du tout, qu'on connaît surtout pas dans les romans québécois, ou enfin, je saurais pas
Peut-être que tu pourrais nous parler un peu de... D'abord, le ciel de Bay City, ça se passait justement dans Michigan. Oui, dans quelque chose qui était pas le... Oui, qui était beaucoup plus proche d'ici, en fait. Je pense qu'il y a des liens entre Bay City et le Québec, malgré tout. Je ne sais pas si c'est évident, mais pour moi, ça l'était. Alors que le Sud, pourquoi ça m'intéresse, le Sud des États-Unis? Pour des raisons évidentes. Pour moi, c'est que le Sud, c'est le refoulé des États-Unis. C'est ce qu'on oublie tout le temps, hein? C'est-à-dire, il y a eu longtemps, jusque dans les années 60, la ségrégation dans le Sud. Il y a maintenant une grande modernité dans le Sud. Ça pousse le Sud, ça devient très moderne, mais c'est un peu fait sur une certaine misère. Bon, je dis, la misère, elle est partout aux États-Unis, mais particulièrement plus palpable dans le Sud. Et puis, c'est surtout aussi, il y a beaucoup d'États où il y a la peine de mort dans le Sud, des inégalités, etc. Donc, pour moi, ce refoulé des États-Unis était particulièrement intéressant. J'avais plus... Puis... je sais pas pourquoi j'avais pas envie de faire des personnages qui étaient très urbains. Et ça, je sais pas pourquoi, parce que j'ai une horreur de la campagne grande, mais mais j'avais envie de mes personnages, je les voyais pas urbains. J'avais pas envie de décrire des Américains dans les villes parce que j'avais envie de décrire des Américains qui étaient soit des banlieusards, soit alors carrément des gens de la campagne. Oui, c'est drôle ce que tu dis sur le refoulé, parce que moi, c'est un peu ça que j'ai trouvé que l'Amérique de Smoky Nation était beaucoup plus sombre que celle de Bay City. Bay City n'est pas un roman particulièrement gay, mais on peut dire ça comme ça. Mais le kitsch de l'Amérique dans Bay City est encore, jusqu'à un certain point, valorisé, où il y a une espèce d'exaltation dans le Kmart, il y a une exaltation dans Alice Cooper, ou dans tous ces objets de culture populaire américaine. Là, il n'y a aucune exaltation dans cette culture, dans cette non-culture, dans cette culture pauvre. Ou tu as raison, je pense qu'il y avait quand même quelque chose comme une dialectique, hein, ça se relevait, puis il y avait dans le kitten ou dans le kitsch quelque chose qui était grandiose malgré tout, de tape à l'œil. Là, il n'y a pas grand-chose de tape à l'œil dans ce livre-là. J'essaye pas de sauver du tout l'Amérique, alors que dans Le ciel de Bay City, la narratrice sauvait quand même, essayait de sauver un peu. Mais par contre, c'est étrange, mais je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer, mais j'ai eu l'impression quand même d'écrire un roman très kitsch. Même le titre, je trouvais que c'était la balade. Vous voyez, j'ai eu l'impression quand même d'écrire un roman qui était pas tout à fait de bon goût malgré tout, mais c'est bon, peut-être je ne sais pas, je voudrais pas entrer là-dedans, mais nécessairement, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait dans mon esthétique, malgré tout, je regardais quelque chose d'un peu kitsch. Toujours sur l'Amérique, mais là, pas les lieux de l'Amérique, mais plutôt un moment précis de son histoire. Le livre se passe au mois d'août, si je ne me trompe pas, au mois d'août 2008, donc au moment de la campagne présidentielle. Oui. L'affrontement entre McCain et Obama, dont on sait le dénouement heureux, je pourrais dire. Peut-être que j'aimerais que tu nous parles du rapport de tes personnages à ça, parce que ça revient, puis ça m'a un peu surpris, je ne m'attendais pas à ça en lisant le livre. Puis d'un coup, Obama arrive une première fois, il revient une autre fois, il revient une autre fois. On dirait qu'il sert de... OK. Alors, je vais dire des choses qui sont un peu extérieures à mon livre. C'est que j'ai pris très au sérieux la proposition de Denis Arcand qu'on était dans le déclin de l'Empire américain. C'est-à-dire que pour moi, c'est vrai qu'on est dans le déclin de l'Empire américain et que, bon, il faut pas nécessairement le pleurer. Hein, mais bon. Et Obama, pour moi, et pour beaucoup d'Américains, pour un certain nombre d'Américains, a constitué un rêve. C'est-à-dire, malgré le déclin, il y avait peut-être l'idée de repartir l'histoire. Hein? C'est-à-dire, il y avait peut-être la possibilité de refaire un rêve, qui était peut-être, bon, encore un mauvais rêve, mais... donc, pour moi, Obama, même si tous les gens que je connaissais me disaient, ben non, ça va rien changer, qu'est-ce que ça peut faire qu'un noir, qu'est-ce que ça fait, de toute façon... Mais moi, j'ai espéré. J'ai eu l'impression qu'il y avait des gens qui espéraient aussi que, autrement, bon, on peut désespérer de tout. C'est aussi ma force, mais là, pour une fois, j'avais envie d'espérer. Et donc, là, je me suis... Et pour moi, c'était important que mes personnages se situent juste avant les élections d'Obama, c'est-à-dire que ils soient tous un peu dans l'espoir, quand même, dans cet espoir qui est complètement peut-être utopique ou fou, mais ils doivent être dans l'espoir, et malgré cet espoir, bon, ben, ils vont signer quelque part. Ils vont mourir avant que l'espoir arrive, ou alors la fin de l'espoir, j'en sais rien. Mais je voulais les voir un peu... je voulais les voir juste... Je voulais les voir dans ce frémissement historique.
on parle de l'histoire, mais il y a quelque chose qui est une constante dans presque tous tes livres, c'est que le passé ressurgit. On dirait que dans tous tes livres, c'est un peu comme ça que ça se passe. Puis ici, c'est vraiment le moteur principal, le moteur principal du livre, c'est que tout d'un coup, 19 ans après un meurtre sordide sur lequel tu passes très très vite. C'est-à-dire que c'est pas du tout l'enjeu principal du livre, ce crime crapuleux pour lequel Smokey Nelson est condamné à mort. Mais tout d'un coup, le passé ressurgit, puis c'est comme ça que le livre est construit. Peut-être que j'aimerais que tu nous parles un peu de comment tu conçois une telle chose. Oh ben, oui, je sais pas, d'abord c'est très personnel, c'est-à-dire que personnellement, moi j'ai un rapport au passé qui est très fort. Je veux pas dire j'ai pas un rapport à l'histoire nécessairement très fort, c'est-à-dire l'histoire dans sa chronologie, mais l'histoire dans son anachronisme, dans sa répétition, l'histoire qui peut se répéter, devenir une farce, hein, ça c'est pas de moi. Et donc j'ai beaucoup l'impression que l'histoire ne sonne jamais qu'une seule fois, hein, c'est-à-dire ça revient et bon. Donc pour moi je voulais montrer que je voulais montrer, je sais pas si je voulais le montrer, mais bon, je vais le dire comme ça. Je voulais montrer que ce qui était arrivé, c'était un meurtre assez horrible, sur lequel je ne m'étends pas dans le livre, mais que c'est ce meurtre-là, finalement, en voulant le régler 19 ans plus tard, en allant exécuter son responsable, au lieu de cautériser la plaie, hein, au lieu de réussir à faire une vraie, à guérir cette douleur-là. Au contraire, c'est vraiment une contamination de tous les personnages et c'est vraiment la peste. Parce que l'idée, c'est pour moi, c'était comme une tragédie, c'est-à-dire au moment où on veut réussir à empêcher que quelque chose arrive qui est un drame, au contraire, c'est ce qui fait en sorte que tout le sang va couler. Donc, c'était un peu ça. Donc, pour moi, le passé, quand il revient, il est pire. Il est toujours pire, la deuxième ou la troisième fois. C'est-à-dire, oui, on peut pas... Donc, c'est pas du tout... on rejoue pas pour défaire. On rejoue pour refaire la douleur. Donc, le psychodrame n'a pas une valeur libératrice du tout, au contraire. Par contre, ce qui aurait possiblement une valeur libératrice, c'est la mort de Smokey Nelson. C'est ce que croit Ray Davis, ou du moins c'est ce que la voix qu'il entend lui dit. C'est ce que croit aussi jusqu'à un certain point Pearl, mais d'une façon un peu différente. Elle n'est pas tout à fait dans cette croyance de la réparation par la peine de mort. Sa fille, par contre, y croit, même si elle est une bonne libérale et n'y croit pas. Donc, est-ce que c'est ça le rôle de la peine de mort dans le livre? Tout d'un coup, c'est de venir cautériser cette plaie dont tu dis qu'elle n'est pas possible. Pour ceux qui croient qu'il est possible de cautériser la plaie, ça serait la peine de mort, c'est sûr. Quand je regarde les journaux américains et que les gens disent la seule chose qui peut nous apporter la paix ou nous apporter comme ce qui vient fermer, d'ailleurs it brings closure, c'est vraiment ce qui vient fermer. Je suis toujours fascinée comment ça peut apporter la paix qu'il y ait l'exécution capitale. C'est vraiment... mais alors, ça veut dire que il y a des... Et pour moi, c'était le rôle de la religion aussi dans le texte, c'est-à-dire que la religion peut croire qu'il y a un châtiment qui va venir finalement faire en sorte que ça s'arrête, le mal, alors que au contraire, ça fait partie du mal. Pour moi, si on croit au bien ou au mal, je ne dis pas que je crois au bien ou au mal, mais disons que si on y croit comme ça, et si on suivait leur logique, la logique de ceux qui croient au bien ou au mal, ce mal qui est la peine de mort ne peut apporter que du mal. Quand je t'ai parlé du livre, on faisait des blagues justement sur la peine de mort. On va parler de la peine de mort pendant 1 heure, tout ça. Puis tu disais que tu disais que le livre pour toi c'était pas un livre sur ça. Moi, je t'ai dit que je trouvais que c'était un livre. Peut-être qu'on en reparlera après. Je trouvais que c'était plutôt un livre non pas sur la peine de mort, mais sur la justice de Dieu puis la coexistence de la justice divine avec la justice de l'État, puis que finalement, ce qui dominait dans le livre,
c'était pas tellement cette question de la peine de mort comme de la forte présence de la justice divine. Alors, moi, je vais te dire sur quoi je pense le livre. Mais je peux me tromper. Hein? Je prétends vraiment pas avoir le dernier mot sur mon livre. Je le dis vraiment avec des pincettes. Mais pour moi, le livre, c'était sur c'est quoi le sens? C'est une question, c'est-à-dire, est-ce que les choses ont un sens? Alors, je dis, mon premier personnage, Sidney Blanchard, il est né il croit sa vie a un sens parce qu'il est né le jour de la mort de Jimi Hendrix. Et il a un don, il joue bien de la guitare et il pense que ça a un sens pour lui. C'est une bonne étoile, c'est ça. Bon. Et puis finalement, on va s'apercevoir, ça finit mal. Le livre finit mal dans toutes les façons. Donc, vous le saurez. Mais il va s'apercevoir que finalement, ce sens qu'il portait était ridicule et qu'il a cru qu'il était investi d'un grand sens. Le sens encore, pour moi, la faillite du sens, c'est celui qui croit que tout a un sens parce que Dieu a voulu cela. Donc, c'est Ray Ryan qui croit que tout a un sens et que même sa douleur à lui d'avoir perdu sa fille qui a été assassinée par Smokey Nelson, c'est quelque chose qui est la volonté de Dieu, marque un ordre, et bon, etc. Donc là, je voulais vraiment dire non, là non plus, il n'y a pas de sens, que ça soit le sens que voit... comment elle s'appelle Pearl, j'ai très mauvaise mémoire pour les personnages, je ne sais pas pourquoi. Mais Pearl, elle aussi, elle essaye, c'est comme si elle pense, elle a rencontré le meurtrier, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, elle a rencontré le meurtrier après qu'il ait tué une famille, 2 enfants et 2 parents. Elle a fumé une cigarette avec lui sur le parking de l'hôtel et puis elle est un petit peu tombée, elle a un peu flirté avec lui dans sa tête, à elle en tout cas. Et elle se demande plus tard pourquoi il l'a pas tuée, hein? Pourquoi il l'a pas tuée alors qu'il aurait pu la tuer. Et elle essaie de donner un sens à ça. Elle essaie toute sa vie de donner un sens à ça. Et puis elle a l'impression qu'elle n'est pas à la hauteur de ce grand sens-là, qui est peut-être finalement ce qui voulait rien dire, c'est peut-être. Hein? Mais elle essaie de donner un sens à ça. Et puis comme on ne la trouve pas, elle va juste en trouver dans le suicide. Alors c'était aussi faillite du sens pour moi. Il n'y a pas de sens. Et puis le seul personnage qui me semble raisonnable, c'est le condamné à mort, c'est-à-dire que lui, il cherche pas de sens. C'est-à-dire que lui, il a tué, il sait pas trop pourquoi, il se pose pas de questions, hein, il sait pas pourquoi, on va jamais savoir pourquoi. Alors, est-ce que la raison n'est pas une folie, en fait, hein, parce que aussi, que c'est lui qui cherche pas de sens, est-ce qu'il est pas juste psychotique ou psychopathe? Mais lui, en tout cas, il cherche pas de sens, il a tué, il va mourir, il va prendre son steak avant de mourir, il y a des souvenirs qui lui reviennent, il voudrait essayer de trouver du sens là-dedans, puis finalement il fait un rêve juste avant de mourir, et puis son rêve est idiot parce que même l'inconscient n'a pas de sens. Vous voyez donc pour moi c'était ça, c'était le livre pour moi c'était c'est pour ça que je trouvais que mon livre était quand même très proche de l'absurde, c'est-à-dire que j'essayais de montrer que toutes les tentatives de sens étaient malgré tout assez absurdes et qu'il faut quand même chercher du sens parce qu'autrement c'est la folie de... Je sais pas pourquoi maintenant je suis en train de donner une leçon sur mon livre, mais je me sens... Non, mais c'est parce que je me sens d'un seul coup en train de donner le dernier sens, j'aime pas ça. Mais bon, je vais le faire quand même. Mais tu sais, mais j'avais l'impression que c'était ça, c'était... Il y a... Toutes les tentatives de sens, même si elles sont ridicules, mais est-ce que c'est peut-être pas mieux que ne pas du tout... Alors, la question de la justice, pour répondre à ta question. Alors, la question de la justice... je sais pas quoi dire, c'est que pour moi, je vais le dire comme ça, il n'y a pas de justice. C'est-à-dire que pour moi, il n'y avait pas de justice. C'est-à-dire que dans le texte, pour moi, j'essaie de montrer que quoi qu'on fasse, les choses arrivent de façon un peu arbitraire. Hein? Ouais. Et que là où on veut créer de la justice, ben, finalement, c'est une justice totalitaire. Oui, mais puis je parlais de la justice divine, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a aussi la justice divine est contredite parce que même la voix de Dieu rappelle à Ray l'épisode de Job. On fera pas un cours sur la Bible, mais je veux dire, l'épisode de Job, on devrait, parce que Job, c'est là, hein, c'est pas moi qui l'invente. Mais l'épisode de Job vient quand même dire
l'exact contraire, c'est-à-dire que du moment que Job tente de comprendre les actions de Dieu, Dieu lui rappelle qu'il n'a pas essayé de les comprendre. Donc, même la justice divine est complètement contredite. Je voulais juste revenir sur quelque chose à propos que c'est quoi la différence entre ce livre-là puis peut-être ton premier? Parce que justement, cette question, là, tu dis il n'y a aucun sens. J'ai fait un livre qui est presque absurde. C'était peut-être pas le cas il y a 11 ans ou quand tu as publié Deuil cannibale. Alors oui, je suis tout à fait d'accord. Quand j'ai le premier livre, c'était donc sur la mort de gens autour de moi, enfin la narratrice, qui mourait du sida. Et à ce moment-là, dans l'état d'esprit qui était le mien, à l'époque, tout avait un sens. C'est-à-dire que j'avais l'impression que les morts parlaient, les gens ne mouraient pas pour rien. Il y avait le moment où ils mouraient, ça voulait dire quelque chose pour eux. Quand la narratrice rencontre des gens, puis elle a l'impression que un tel devient un messager de la mort d'un tel. Tout avait un sens pour elle. Tout entrait dans un ordre du monde. Ouais. Un monde un peu, c'était pas Dieu là, mais c'était un monde qui était un peu mystique, disons, ou même mystique sans Dieu, mais il y avait comme un mysticisme là-dedans, ou un mystère qu'on ne pouvait pas percer. Alors, je ne sais pas pourquoi 11 ans plus tard, je suis rendue à écrire quelque chose aussi désespéré, mais oui, j'ai l'impression que à travers, entre Deuil cannibale et Mélancolique et les derniers jours de Smokey Nelson, il y a eu une perte du sens, ou en tout cas, j'ai mis en scène la perte du sens d'une façon assez aiguë. Et je pense à c'est drôle parce que je pense à Huysmans qui a écrit à rebours. Puis après avoir écrit à rebours, il dit soit après écrire à rebours, soit je sais pas ce qu'on fait, je veux dire peut-être quelque chose comme on suicide ou on devient croyant. Et là je dis pas ça comme ça, j'ai pas écrit à rebours là quand même, mais je veux dire j'ai l'impression qu'il y a comme une perte vraiment du sens qui est très présente dans ce texte-là. Oui. Je reviens, je suis un peu en désordre, mais je reviens sur la question de la peine de mort parce que je pense encore une fois que ce qui est plus important que la peine de mort dans le livre, c'est peut-être la mise en spectacle de la peine de mort. Ça me semble plus intéressant. Par exemple, tout le monde découvre que l'exécution de Smokey Nelson va avoir lieu dans les prochains jours. Ils le découvrent tous par CNN. Puis au moment de l'exécution, encore une fois, tous les médias sont devant. Donc il me semblait que ça, c'était presque plus important ce que tu disais sur l'Amérique à travers ça que de dire aux États-Unis on exécute encore des gens. Bien sûr, parce que je pense que le spectacle de la peine de mort est très important aux États-Unis, c'est-à-dire il faut que on sache partout que quelqu'un est condamné à mort parce que ça montre comment l'État est puissant, comment certains États sont puissants. Donc elle est très médiatisée cette peine de mort là. La seule chose, là, je peux rentrer dans des détails, c'est que pourquoi on ne les montre pas à la télévision en train de mourir. Hein. C'est une vraie question que je pose. Avant, les exécutions étaient publiques. Maintenant, pourquoi on le fait pas? Pourquoi même Timothy McVeigh, qui est celui qui a fait sauter, qui a été le seul condamné par le gouvernement fédéral dans les dernières années, parce qu'autrement, c'est des condamnés par des États. Lui-même n'a pas été exécuté devant tous les États-Unis. Donc, non, la médiatisation de la peine de mort est très importante. C'est comment l'État se montre et montre sa puissance. Donc, est-ce qu'on ne peut pas... En fait, on l'a vu avec Troy Davis, on ne peut pas céder. C'est-à-dire qu'à un moment donné, enfin on pourrait, hein, mais je veux dire, il y a quelque chose de montrer la force de l'État en ne cédant pas, même si le monde entier peut être contre, mais non, nous appliquons simplement nos lois, hein, ce qui est presque du fascisme, voilà. Puis devant cette loi-là, tes personnages sont finalement assez résignés. C'est ce qui m'a frappé à la relecture, par exemple. Pas Smokey. Sidney Blanchard n'arrête pas de dire qu'il aurait pu potentiellement être révolté, puis que Martin Luther King était un exemple, mais aussi Malcolm X, et puis il y avait quelque chose dans cette révolte qu'il tentait, mais finalement il se résigne, puis il va faire un hommage à Jimi Hendrix dans les bars, puis ça lui suffit. Pearl, c'est la même chose, elle est résignée. Pourtant, j'ai trouvé que le livre, par sa puissance, avait quelque chose d'assez
Oui. qui était le contraire de la résignation. Pourtant, tous les personnages sont résignés. Je trouvais que c'était assez, pas contradictoire, mais qu'il y avait un paradoxe qui était tout à fait intéressant. raison, c'est des personnages soumis. Je pense que Ray Ryan est soumis à Dieu. Smokey Nelson est soumis à l'ordre de la prison. C'est comme ça, la prison, donc je fais mon... Sidney soumis au fait qu'il soit un raté, parce que c'est ça un peu qu'il est, un beautiful loser, c'est lui. Ensuite, Pearl aussi est un personnage soumis qui a jamais cherché à vivre beaucoup de choses, parce que si elle avait vécu quelque chose de grand, ça l'aurait dérangé, ça aurait été trop grand pour elle. Donc ce sont des personnages soumis, ce qui est là aussi m'a étonnée, parce que j'avais l'impression d'être incapable d'écrire des personnages soumis, mais non, finalement, la soumission me va bien. Et donc, je pense que mais par contre, je pense que je voulais qu'il y ait un cri sourd à travers le livre. C'est-à-dire qu'à la fin, on a envie de crier pour eux. On a envie de dire, c'est pas possible. Tu sais, donc, c'était ça. J'avais envie que ça soit le livre, tout à fait, qui porte ce cri et pas les personnages. Donc, elle est peut-être là la force de l'agencement des voix, c'est que même s'ils sont individuellement, séparément soumis, tous mis ensemble. Mon autre question est un peu c'est une demi-blague, mais je vais voir si tu vas y réagir. C'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup de sens de l'humour. Hein? Non, pas du tout. Mais sur les photos promotionnelles du livre, on te voit en condamné à mort. Tu sais, mais c'est de la faute de Marie-Reine, ça. C'est comme si c'était un peu une boutade, c'est-à-dire que Smokey Nelson, c'est moi. À chaque fois que tu sors un nouveau livre, tout le monde te pose des questions sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est autobiographique. Puis là, tu t'as dû te dire, mais personne ne va me poser la question, mais il y a quand même cette photo qui me permet de poser la question. Est-ce que Smokey Nelson, c'est moi? Ouais, est-ce que Smokey Nelson, c'est toi? C'est très perspicace. Je pense que oui. C'est-à-dire que je me suis vraiment posé la question. J'hésite répondre entre Sidney Blanchard et Smokey Nelson. C'est-à-dire qu'il y a un côté, j'ai un côté beautiful loser, comme Sidney Blanchard. C'est-à-dire que j'ai un côté, je gueule. Vous avez cette espèce de monologue que Sidney Blanchard a en gueulant contre tout le monde, en étant insupportable, c'est juste ce côté-là. Par contre, je pense que Smokey Nelson, je pense que le temps me permet de le comprendre. C'est-à-dire que je pense de devenir de plus en plus comme Smokey Nelson, c'est-à-dire, c'est vraiment idiot ce que je vais répondre quand on parle de soi, c'est toujours complètement idiot. Mais je veux dire, j'ai l'impression que je me pose plus tellement de questions sur le sens. C'est-à-dire, j'accepte qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup. C'est-à-dire, et je me soumets à ça. Bon, voilà, donc oui, Smokey Nelson, c'est moi. Et puis aussi, Smokey Nelson, c'est plus que ça aussi. C'est que, honnêtement, je pense que tout le monde peut tuer. Je pense que j'aurais pu... Et c'est pour ça que je voulais pas tellement expliquer comment il avait tué. Pourquoi? Parce que je voulais pas dire c'est un salaud d'avoir tué. Il y a quelque chose de psychopathe en lui, mais je pense, parce qu'il n'a pas beaucoup d'émotions, il y a quelque chose de froid. Mais je pense qu'on peut, dans des circonstances, dans certaines... circonstances, dans certaines classes de vie, dans certains moments, on peut tuer. Et alors, dans ce cas-là, j'accepte complètement. Smokey Nelson, c'est moi. Puis, Pearl a cette tolérance aussi envers... Pearl, c'est pas ma préférée, moi. Je dis pas que Pearl, c'est toi, par ailleurs. Mais Pearl a cette tolérance aussi envers cet homme avec qui elle a fumé une cigarette. Elle se dit, c'est vrai qu'il a tué 4 personnes, mais le fait qu'on a fumé une cigarette ensemble puis qu'il était gentil, peut-être que... Tu sais, elle le juge pas particulièrement. Puis... moi, c'est ça que je voulais montrer, c'est qu'on peut... les êtres humains ont beaucoup de facettes. C'est-à-dire que les différentes facettes, une facette n'excuse pas l'autre, mais on peut être quelqu'un de très bien aussi et avoir tué. Je veux dire, on est responsable de ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable de ce qu'on a fait, mais je veux dire, on n'est pas juste un assassin et on n'est pas juste... une bonne personne. Vous voyez ce que je veux dire? On est des êtres beaucoup plus complexes et c'est ce que je voulais montrer. Elle a pu le trouver charmant, elle a pu le trouver très bien et peut-être qu'il l'était vraiment à ce moment-là, pendant l'espace de quelque temps. Donc c'est ce que je voulais montrer, cette capacité, cette réalité qui fait qu'on n'est pas simplement unique à sens unique.
À Sens unique, ça me fait passer à l'Exergue, parce que je pense qu'elle est tirée de Sens unique. Hein, j'ai cherché, mais je pense... parce que... Wow! Très fort, hein? Oui, c'est ça. Je l'avais pas préparé, hein, ça, je savais pas que tu allais finir avec ta phrase avec Sens unique. Mais donc, l'exergue du livre me semble résumer... peut-être qu'on va finir un peu avec ça, puis après, les gens poseront des questions. Mais l'exergue me semble résumer le livre. C'est de Walter Benjamin, c'est ça? Est-ce que tu veux la lire, peut-être? Non, tu lis beaucoup mieux que moi, ouais, ça, c'est bon. sûr. Alors, chacun d'entre nous a cette fille qui accorde un vœu, mais rares sont ceux qui savent se souvenir du souhait qu'ils formulèrent. Aussi rares sont ceux qui reconnaissent plus tard dans leur propre vie leur vœu exaucé. Puis, est-ce que tu as quelque chose à dire ou on laisse les gens répondre? Je pense que c'est... Non, mais moi, cette phrase de Benjamin, elle est superbe. Elle est superbe et elle est tellement vraie. C'est-à-dire qu'on cherche toute notre vie à quelque chose. Quand ça arrive, dans le fond, on ne reconnaît pas que c'était ça qu'on voulait. Et bon, c'est cette, je pourrais dire, inadéquation entre le rêve et la réalité. Voilà. Peut-être que j'aimerais ça parce que je sais que les gens réagissent beaucoup au livre. Tous les gens avec qui j'en ai parlé avaient tous des opinions différentes, très différentes à chaque fois. Donc peut-être j'aimerais que les gens posent des questions, mais vous n'êtes pas obligés non plus. Mais tous ces gens, c'est sûr qu'il y a quand même au moins une personne qui a une question. Oui. Vos personnages sont très incarnés. Vous avez vraiment une voix particulière selon chaque personnage. Comment vous avez procédé? Est-ce que vous aviez des éléments déclencheurs à travers des lectures de journaux, des faits divers, sans parler de Truman Capote, qui l'a fait avant, mais enfin, est-ce qu'il y avait un fait divers qui vous a poussé à prendre chaque voie ou aller dans une direction particulière? Non, il n'y avait pas de fait divers. Comment dire, j'ai jamais même imaginé, j'ai jamais même pensé pourquoi Smokey Nelson avait tué. J'ai jamais même essayé de savoir. Comment je les ai incarnés? Je les ai vraiment pas incarnés comme des personnages, je les ai incarnés comme des voix. C'est-à-dire, j'ai vraiment voulu les incarner comme... Je veux savoir comment je peux les présenter. C'est pas comment ils parlent, parce que Ray ne parle pas, en fait, c'est Dieu qui parle pour lui. Donc, mais c'est les voix qui décident des personnages, c'est les voix qui incarnent. Alors, c'est un effet, je crois, de les voir incarner, parce que c'est toujours la même voix que je retravaille pour qu'ils soient conformes et cohérents. Mais je crois que je prends toujours la même voix, donc j'essaie de... Comment je procède, c'est que je relis toujours. Je mélangeais pas... Je pouvais mélanger les chapitres, mais je relisais en écrivant, mais je relisais toujours la même voix pour faire le suivi, parce que c'est trois fois la même voix qui apparaît 3 fois. Hein, donc. Merci. En passant, Dieu vous accompagne au-dessus de votre... Ah, mais ça, j'en suis persuadée. Carrément. Quelqu'un d'autre pendant que les gens se préparent, une autre question. Ils vont passer un examen. Oui, c'est ça. J'aimerais peut-être t'entendre sur la question du racisme, parce que justement, on a parlé de l'Amérique que tu présentais. Il me semble que tu présentes une Amérique qui est totalement impure comme elle est dans les faits. Par exemple, Pearl est issue d'un mariage, comme on dit maintenant, un mariage interracial ou un mariage mixte, hein, pour dire les choses poliment. Mais tu présentes une Amérique qui est essentiellement celle des exclus, qui sont soit une Amérique hybride ou 2 des personnages sur 4 sont noirs. Le seul qui est un Américain typique comme on s'imagine ceux du Sud, c'est Ray, puis c'est même pas lui qui a la parole, en fait, c'est Dieu qui a la parole. Donc peut-être que j'aimerais que tu nous parles de cette parole que tu as donnée aux exclus de l'Amérique. Tu présentes une Amérique, tu présentes pas exactement la même Amérique que tu présentais dans Bay-City, ou qui était une Amérique beaucoup plus classe moyenne, bungalow. Je voulais vraiment beaucoup travailler là-dessus, c'est-à-dire je voulais beaucoup réfléchir, puis je voulais pas qu'il y ait de blancs sympathiques. Hein? Ça, c'était très important. Et je pense que j'ai réussi. Donc, mais c'était très difficile. En fait, pour Smokey Nelson, c'est pas difficile parce que c'est une 3e personne. C'est narration à la 3e personne. Donc, il a fait ceci, il a fait cela. Pour la voix de Sidney Blanchard, c'est très difficile parce qu'il fallait, et c'est vraiment des problèmes, là, je me suis demandé comment représenter la voix d'un noir américain en français. Et alors là, vraiment, comment le faire? C'est pas évident, c'est-à-dire, des fois, ce qui me venait...
bah, ce qui me venait, puis je me suis dit, c'est peut-être pas si faux que ça, c'est peut-être les films qui sont doublés. Ah, mais c'est exactement ce que j'entendais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Il y avait quelque chose d'artificiel, mais je me suis dit, c'est une convention, je peux pas le faire autrement, parce que c'est vraiment une adaptation. On peut pas avoir cette voix noire américaine en français. En français. Il faut la réinventer, puis je me suis dit, qui l'a déjà fait, qui l'a déjà réinventé? Bon, il y a les traducteurs de Mark Twain, il y a des gens comme ça, mais malgré tout, je pense que le plus près de nous, c'est la voix des films et bon, qui est assez caricatural. Alors j'ai essayé de trouver cette voie-là, puis bon, ça a été quand même assez difficile, mais c'est aussi la légitimité. C'est une question formelle, c'est une question stylistique, comment représenter, mais c'est aussi la légitimité pour moi d'avoir cette voix noire-là. Hein, est-ce que, bon, mais ça, c'est une question quand même que je me suis dit, j'ai dit, bon, j'ai le droit de l'apprendre, tu sais, mais quand même, il y avait une question, est-ce que je peux incarner dans mes personnages un noir américain? Puis je me suis dit, oui, je peux. Je peux. Mais en fait, je me sentais beaucoup plus facile. Je trouvais ça, même si c'était plus facile, comment dire, même si c'était plus culotté peut-être de faire la voix de Dieu, pour moi, il y avait quand même un problème c'était plus ardu de faire la voix d'un noir américain. Mais la voix de Dieu est très réussie aussi, parce que c'est la voix de Dieu. Oui, félicitations pour la voix de Dieu. C'est parce qu'il t'aide en permanence. Oui. Parce que c'est la voix de Dieu exactement comme on s'imagine qu'un homme blanc républicain complètement fou du sud des États-Unis se l'imagine. Tu as réussi à faire cette voix. C'est un Dieu complètement malfaisant, complètement raciste. Oui. Mais oui, non, tout à fait. Je voulais que ça soit... c'était difficile parce que je voulais montrer... Alors, je me suis quand même plongée dans la Bible pour écrire ça parce que je suis pas une spécialiste de la Bible, loin de là. Hein, je me suis essayé de comprendre c'était quoi les passages qui pouvaient aider quelqu'un de la ceinture de la Bible, ça s'appelle comme ça, le Bible Belt aux États-Unis. Donc, j'essayais de me dire comment ce personnage-là, oui, c'est Dieu, mais c'est un personnage, comment ce personnage-là peut parler et la suffisance de Dieu, son arrogance, sa méchanceté, parce que je voulais que ce soit un Dieu méchant, cruel, arrogant, mais ça, il est un peu comme ça aussi dans la Bible, parfois, mais que ça devienne, que ça soit tellement que ça devienne ridicule. Oui, je voulais, mais il fallait que ça soit à la fois crédible et qu'à un moment donné, parce qu'il fallait qu'on croie que c'est quand même Dieu, mais à un moment donné, il fallait que ce Dieu-là, de seul coup, devienne grotesque. Alors, il fallait jouer un peu sur quand est-ce jusqu'où je le rends crédible, et puis après ça, oups, il a dépassé une limite, donc c'était un peu ça, trouver cette voie-là, mais c'était quand même assez agréable de faire ça parce que quand même puis je vais vous dire une chose, quand j'étais enfant, on peut le retenir contre moi, et quand je finirai en asile psychiatrique on pourra me le redire, mais quand j'étais enfant, jusqu'à un certain âge, j'entendais la voix de Dieu et jusqu'à un certain âge, le Dieu me parlait tout le temps, et à un moment donné je lui ai dit arrête de me parler, je n'en peux plus et il a arrêté de me parler. Donc, j'avais un peu une idée de ce que c'était quand même la voix de Dieu. Donc, c'est comme ça qu'il te parlait, en fait. C'est ce Dieu-là, il parlait comme ça. Oui. Il n'était pas... C'est un Dieu méchant. Oui. Ouais. Et donc, il était pas, non, puis il fallait vraiment, il voulait m'apparaître, et il fallait vraiment que je fasse attention pour qu'il ne m'apparaisse pas, parce que j'avais pas envie d'être élue. Donc, mais en fait, c'était mon délire d'enfant, mais je pense que, je me suis beaucoup servi de ça, c'est-à-dire de cette conscience punitive que l'on peut se donner enfant. C'était un rite presque obsessionnel. À chaque fois que j'avais fait quelque chose de mal, Dieu me disait t'as fait quelque chose de mal. Et donc ma mère est pas croyante, c'est sûrement pour ça que j'ai inventé Dieu. Mais je pense que ce Dieu-là, je voyais comme une conscience. Je voyais vraiment,
il y a des gens qui sont croyants, qui le voient comme leur propre subjectivité. Oui. Et voilà. Mais oui. J'espère que ça sera pas retenu contre moi quand même. Sur ces révélations fracassantes, je peux pas croire que personne n'a quelque chose à dire. Est-ce que le sud américain était le théâtre parfait pour illustrer vos propos, ou alors vous auriez pu transposer la même histoire ailleurs aux États-Unis? Est-ce que ça aurait été plus compliqué de développer ces thèmes-là? Je pense par exemple à la Bible, Dieu, des choses comme ça. Est-ce que j'aurais pu le faire ailleurs que dans le sud des États-Unis? Oui. Certainement, je pense que j'aurais pu le faire dans certains États du Midwest ou oui, mais c'est que je les connais aussi. Je les connais bien, donc je parlais de ce que je connaissais un peu quand même, parce que donc j'ai préféré, mais ça n'a pas d'importance où ça se passe. En fait, ça peut se passer ailleurs. Ça aurait pu se passer en Louisiane aussi, oui. Absolument. Ou ailleurs, vous voulez peut-être dans certains États du Nord qui sont, qui sont pour la peine de mort, mais il y en a moins. Le Sud est quand même un lieu particulièrement pro-peine capitale. On va. Ok. En fait, ça serait une question sur la polyphonie des voix, justement, mais pour rappeler un roman peut-être qui rappellerait plus le sujet de Béchité, mais le roman Être sans destin de Kertész, où finalement c'est une voix qui raconte un personnage qui passe à travers Auschwitz, etc. Puis justement, il y a Être sans destin le dit entre autres, mais on découvre finalement qu'il y a une perte de sens. Est-ce que c'est plus dur de faire un roman avec plusieurs voix où on veut illustrer qu'il y a une perte de sens, ou je veux dire par là que comme si admettons ça aurait été juste Nelson qui aurait raconté son histoire, est-ce que ça aurait été plus dur de... pour moi, c'est plus dur parce que j'aime beaucoup Être sans destin de Kertész, et ce que j'aime là-dedans, c'est ce que je trouve très fort chez Kertész, c'est l'absence de théâtralisation. Il y a quelque chose d'une voix comme ça qui est jamais théâtrale. Moi, je dis pas que mes voix sont théâtrales, mais je crois qu'il y a un effet théâtral dans ça. Finalement, on vide le sens, puis ça fait plus de sens du tout à la fin. Alors que chez Kertész, on n'est pas là-dedans, on est dans une espèce de... J'exagère là, mais juste pour les... Mais il y a comme quelque chose de monotonie, de l'absence de sens, alors que bon... Oui, il y a moins de... Finalement, la colère est très peu exactement. représentée. Donc, je vous le dis, pour moi, je pense que ça serait plus difficile. J'ai une énorme admiration pour Kertész, mais je ne sais pas si j'en serais capable. C'est ça. Donc, je vous dis, pour moi, il y a quelque chose de théâtral dans ce que je fais, même si c'est pas ce que c'est pas ce que je veux faire nécessairement, mais c'est comme ça que je travaille. La personne qui écrit elle-même, ça doit être plus dur de faire cette distance-là énorme. Je sais pas. Oui. Enfin, vous voulez dire de par rapport à un événement extrêmement souffrant, de comment le raconter. Mais oui, tout à fait. Mais Kertész, il le dit parce que je l'ai entendu dans une entrevue sur France Culture. Il raconte comment des fois il veut mettre de l'affect et puis il efface tout le temps. Il faut aucun affect. Il racontait comment il avait écrit il a ce travail-là qu'il a fait parce qu'il avait l'impression qu'il trahissait dès qu'il faisait de l'effet. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Est-ce que tu pourrais parler un peu du romanesque? Pardon. Quand tu dis que tu as écrit ce livre-là, je ne l'ai pas encore lu celui-là, mais quand tu dis que tu as voulu avec ce livre-là aborder, tu as dit vraiment le romanesque, est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus, mettons, par rapport aux choses que tu as fait avant? Oui, oui, c'est vraiment... Ouais. Je dis « je » parce que j'avais l'impression que j'avais vraiment jamais travaillé sur la troisième personne. Tu sais, sur la narration à la troisième personne. En fait, tous mes
toutes mes narrations ont toujours été au jeu, que ce soit moi ou pas moi, mais toutes mes narrations ont toujours été au jeu. Et là, je me suis dit, même s'il y a encore du jeu, parce qu'il y a encore du jeu avec Sidney Blanchard, il dit jeu, c'est le seul qui dit jeu, mais j'avais envie qu'il y ait autre chose que des narrations à la première personne. Et j'avais envie que on ne suive pas seulement le roman à partir de la conscience d'un seul personnage, parce que c'était quand même tous mes personnages, j'étais toujours construit comme ça, on rentrait dans un personnage, puis on pouvait ne pas rentrer, hein, on avait le droit encore, mais si on rentrait, on n'en sortait pas. Bon. Alors que là, je me disais, au contraire, à chaque fois, on va pouvoir prendre de la distance face au personnage, on va pouvoir en sortir, rentrer dans un autre. Donc, je l'ai conçu comme un travail de distanciation beaucoup plus grand par rapport au... que le lecteur puisse faire un travail de distanciation beaucoup plus grand que celui que je lui avais imposé jusque-là, c'est-à-dire où je lui demandais toujours d'être collé dans le texte, puis de s'essouffler jusqu'au bout avec moi. Quand j'écrivais des textes, c'était on rentre dans un personnage, puis on s'essouffle jusqu'à la fin. Est-ce que c'est l'heure de prendre un verre? Vous posez des questions de façon plus informelle. Mais je vous remercie d'être venu. Je vous remercie pour vos questions. Ah, ben Marie a une question. Alors, si Marie a une question. Comment tu as choisi de commencer par Sidney? Est-ce que c'était un choix difficile? C'est cette voie-là qui commence? Oui. Ouais. Pourquoi j'ai commencé par lui? Oui. Ou est-ce que tu as hésité beaucoup? D'abord, je pensais que ça serait je pensais que ça serait Smokey Nelson qui commencerait. Je pensais qu'on verrait son exécution et puis que tout allait aller à rebours. Hein. Puis, je me suis aperçue que non, qu'il fallait qu'il soit le grand absent. Je me suis dit non, finalement, il ne sera pas là et on le découvrira seulement à la fin, comme ça. Peut-être parce que c'est théâtral ce que je fais, sans le vouloir. Et je réfléchis pour enchaîner sur ce qui vient d'être dit. Mais alors, pourquoi j'ai choisi Sidney Blanchard? Parce que... personnellement, j'ai trouvé qu'il était casse-pied à lire au départ. Oui, non, mais je sais, mais non, mais je suis d'accord. Mais c'est parce que j'aurais... Alors, je vais... Non, mais je sais, ça prend du temps avant de comprendre ce qui se passe, parce que le livre est difficile à comprendre. Au départ, on ne comprend rien. Ça, j'aimais ça, qu'on ne comprenne rien. Parce que je ne voulais pas commencer par Pearl, parce que Pearl, j'ai un rapport très étrange à ce personnage-là. J'ai beaucoup de mal. Mais je voulais pas, parce que ça allait être trop clair. Si on commençait par Pearl, ça allait être trop clair. Je voulais pas que ça soit clair comme ça. Puis Dieu, quand même, je trouvais que c'était quand même un peu... il peut prendre un peu son trou. Donc, je trouvais que c'était lui. Puis vraiment, j'aimais ça que ça soit difficile. Je me suis dit, bon, il y a la mise en route sur la route aussi. C'est ça. Et puis, on comprend pas. Et puis, bon, tant pis si on comprend pas. Hein. C'était un peu ça. Parce que c'est ça. Puis ça aurait été aussi faux, parce que si j'avais commencé par Pearl, tout le monde aurait cru que c'était facile. Non, j'aime pas ça. Mais en lien avec ça, tu avais écrit la fin au début. Oui. Oui, j'ai commencé par l'exécution j'ai commencé par lui, je savais qu'il mourrait, Puis après ça, c'était... Mais je pensais que c'était ça. Puis, donc, je pensais l'avoir comme ça, mais après ça, en réfléchissant, je me suis dit, ah non, il faut qu'il soit pas là. Je vais pas le donner comme personnage. Je veux pas qu'il soit un personnage présent. Je veux qu'il soit une ombre. Il existe peut-être pas. Puis finalement, quand il existe, c'est pas si important que ça. Parce qu'il va mourir. Moi, personnellement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le roman provoque des sentiments extrêmement mélangés. Moi, j'aime quand un roman... Donc à la fois, on a envie d'aimer ces personnages, mais de les rejeter. On a envie de les protéger, on a envie de les haïr. Tout le temps, on est balancé sur des émotions différentes. Enfin, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte en écrivant. Oui. Non, absolument. Moi, j'ai pas un rapport très pacifique à eux. Je les aime pas nécessairement. Hein.
Mais donc, il me dit, non, 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 tout à fait, ils sont... Je ne sais pas si les autres ont vécu les mêmes choses que moi en aventure, mais même Ray Ryan. Même, on lui trouverait presque des excuses en disant, bah, il n'a jamais connu autre chose que cette... Non, mais il n'a jamais connu autre chose que cette éducation, donc il est tellement formaté qu'on essaye de comprendre. Oui, oui, puis il est pas... Non, mais il a vécu aussi... Il a aussi... Puis il a vécu quelque chose de dramatique aussi. Il a vécu une tragédie, je suis d'accord. Oui, oui, oui. Non, non. Non. Non, 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 mais non, je dis ça, non, non, j'ai pu l'aimer aussi, c'est ça. Mais non, mais je suis d'accord, j'ai pas. Mais c'est ce que je voulais montrer. Je voulais montrer qu'on n'est pas juste on n'a pas juste une facette en nous. Il y a plein de trucs. C'est un livre qui vous a mis beaucoup de temps à écrire. 3 ans. 3 ans. Oui, à peu près. Oui, je pense que c'est normal, non? C'est pas ni vite ni lent. Merci. Merci beaucoup à Catherine. Merci. Merci à Julien aussi. Écoute, on est excellent, excellent.